faire l'appel des membres du conseil municipal. Alors, chers collègues, tout d'abord, merci d'être présents aujourd'hui mardi. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, c'est le vendredi, mais exceptionnellement pour le budget de cette année, on a choisi le mardi parce que tout simplement, nous avons des contraintes de temps. Avant le 30 avril, on doit tout valider. Donc il y a eu d'autres conseils, d'autres budgets, d'autres également débats d'orientation budgétaire, notamment au niveau de la CCOG. Donc on a dû trouver une solution pour qu'on puisse trouver une date qui ne gêne pas. Donc on va procéder à l'appel des membres. Albéric Butt. Présent. Bourguignon Arlet. Présent. Sion Kyo. Présent. Lino Adeline. Présent. Alphonse. Présent. Sion Kia. Mémé Daniel. Présent. Zoulemi Marie-Noël. Présent. Stylien Steve. Présent. Dian Dismoucha. Présent. Sibrélis Émile. Présent. Jacques Randolph. Présent. Bakoul Jocelyne. Présent. Huerta Darly Corinne. Présent. Kaufmann Franck. Présent. Lancréo Davina. Chouka Christiana. Présent. Cana Stefano donne procuration à Bourguignon Arlène. Perso Ryan. Présent. Anso Taro Clarisse. Présent. Yayoufin Quentin. Présent. Agintona Clérence. Présent. Rappenberg Johanna. Présent. Guillaume Allison. Présent. Jacques Luc. Jadfar Jean-Claude. Pavon Steve. Présent. Yachua. Sabajo Frédéric Jennifer donne procuration à Stéphane Patient. Patient Stéphane. Présent. Bran Amanda. Présent. Compay Regan donne procuration à Jean-Claude Jadfar. Jubitana Chéreza donne procuration à Pavon Steve. C'est bon? On a le quorum. Ok, merci. Alors, point numéro 1, nomination d'un secrétaire de séance. Steve et Dismoucha. D'accord, merci. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse rajouter un point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du règlement budgétaire et financier qui, logiquement, va avec le budget et qui doit être validé avant le budget. Oui. Oui, bonjour chers collègues, bonjour monsieur le maire. Je souhaiterais proposer que l'ensemble du conseil municipal puisse faire 1 minute de silence suite au décès du jeune footballeur du FC Charvin qui a quand même secoué notre commune. Donc c'est une proposition avant qu'on commence le conseil municipal de ce jour. Ok, pas de problème, mais je le mets déjà au vote par rapport à ma proposition. Qui se tient? Qui est contre? Merci. Donc proposition d'1 minute de silence pour le jeune qui a succombé lors de l'accident en allant jouer un match de foot samedi. Il faut se lever. Ok, merci. Nomination d'un secrétaire de séance. Donc c'est fait, c'est Dismoucha qui s'en occupe. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 avril 2026. Y a-t-il des questions ou des propositions d'amendement suite à ce conseil municipal? Oui.
Madame Bron. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai été notée absente. Je suis arrivée en retard, donc je demande à ce que ça soit corrigé. Pas de problème. Une correction sera faite. Y a-t-il d'autres propositions ou de rajouts? S'il n'y a pas de rajout, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point numéro 1, approbation donc du règlement budgétaire et financier. C'est un document que vous avez reçu. Logiquement, comme je l'ai dit, alors je rappelle que on se fera assister par M. Toula, qui est en conventionnement avec nous par rapport au budget donc, de la collectivité, sachant que la directrice des finances est en formation dans le cadre même de son affectation par rapport à l'activité financière de la collectivité. Donc, c'est M. Toula aujourd'hui qui va nous faire l'accompagnement sur le budget 2026. Vous voulez dire un mot, M. Toula, par rapport à ce rapport? Bonjour. Vous devez vous doter d'un règlement budgétaire et financier. En fait, c'est une obligation avant toute décision budgétaire de l'année. Et c'est un document que vous votez à chaque renouvellement de mandature. Et il peut être amendé au cours de la mandature. Alors, c'est un document qui précise les principales règles de gestion réglementaires, en fait, et qui s'adapte aussi à votre interne, notamment sur le procédure d'engagement. On a bien mettre le calendrier budgétaire pour faire ça propose des calendriers, ça propose des méthodes en fait, qui permettent d'encadrer en fait, les préparations budgétaires et les procédures internes à la collectivité. Donc, ça peut s'améliorer au cours de l'exercice. Il suffit de voter avant de voter un budget. Y a-t-il des questions? Après les explications, s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 2, approbation du compte financier unique. Monsieur Toula, pareil, pour le CFU. Vous avez eu dans le compte financier unique. Alors, je pense que c'est la première fois que vous avez un compte financier unique. Oui. D'habitude, vous avez un compte administratif et un compte de gestion. Deux documents séparés. Le premier émanait de l'ordonnateur et le second émanait du comptable public. À compter de cette année, c'est un seul document qui s'appelle compte financier unique qui rassemble les deux documents qui sont produits. C'est les transferts de flux entre l'ordonnateur et le comptable de manière à avoir un seul document. Donc, ce document rassemble votre compte de gestion et votre compte administratif. Donc, vous avez à la fois des éléments qui viennent de l'ordonnateur, notamment les restants indexés, et vous avez des éléments qui viennent du comptable sur l'enregistrement des dépenses et des recettes qu'il a fait effectivement pour votre compte. Et ces deux documents sont par principe en concordance parce que c'est un flux documenté et s'il y a une différence, le comptable signale qu'il y a une différence. Donc, vous avez eu des recettes réelles. Non, allez-y. Hein. Vous avez des recettes réelles totales de 17 803 857,64 euros. En fait, c'est la page unique du document que vous avez sur le CF, sur la note sur le CF. Donc, voilà, 17 803 857,64 euros et les dépenses réelles de 22 602 370 euros. Donc, vous avez, votre contrôlement a été réduit de 4 798 443,06 euros. Donc, vous avez un fonds
qu'il faut savoir, c'est que alors, sur les 15 millions, sur les... Oui, est-ce que ça, c'est le document? Non, c'est pas ça, ça c'est du business. Ça. Donc, on n'a pas. Est-ce qu'on a le document? Oui, Vous l'avez eu par en dématérialisé. C'est dans le... Ah, le dossier. C'est ça. C'est quelle page? 32. D'accord, merci. Voilà, vous voyez. Ici, vous avez vos recettes, 15 millions 4. Elles ont un plan de 4,20% par rapport à l'an dernier. Et là, votre principale recette, ce sont les impôts et taxes, 4,5 millions. Et votre dotation participation pour 6,4 millions. Et donc, les impôts et taxes, c'est essentiellement de l'octroi de mer, 5,9 millions sur les 7,5 millions. Vous avez 1,1 million de taxes sur les carburants. Voilà. Alors, sur les dotations, vous avez de la DGF, 2,7 millions. Dotation forfaitaire des communes et la DACOM. D'accord. Voilà. Maintenant, on regarde, ce qui est important de voir un peu, c'est votre indépendance financière. Ce sur quoi vous avez un pouvoir, il n'y a que ça, 504 000 euros sur les 17 millions de recettes. Vous n'avez que ça. C'est votre produit fiscal que vous avez voté la dernière fois, je crois, et sur lequel vous pouvez agir, c'est-à-dire vous avez des bases, vous avez des taux que vous votez, et ça produit un produit. Enfin, vous êtes très faiblement indépendant. C'est comme ça. Vous n'êtes pas les seuls en Guyane, mais c'est comme ça. Vous n'avez que 504 000 euros sur les 17 000. Ensuite, vous avez, donc, en termes de dépenses, vous avez dépensé en dépenses réelles 14,6 millions. D'accord, ça a augmenté de 5,3, avec des charges à caractère général, 3 millions, des charges de personnel, 9,5 millions, et des charges de gestion courante. Alors, ça, ce sont des dotations amortissantes. Donc, des charges à caractère général, donc vous avez un peu le détail. Alors, ces charges-là représentent à peu près 80% de vos charges. C'est pour ça qu'elles sont détaillées pour voir à peu près la nature des charges. Voilà, d'accord. Et donc, vous avez des charges de personnel qui sont augmentées de 2,52%. Et vous avez des charges de gestion courante, c'est 1,9 million. Là, c'est l'OGEC, ici. Là, ce sont des subventions que vous donnez à des associations. Et ça, c'est le CCAS. Et le service d'incendie, c'est le STIS, la contribution au STIS. Alors, ça vous montre, alors, ce document, cette partie-là, vous montre un peu les dépenses que vous avez par politique publique. Vous voyez, donc, l'Assemblée, ça c'est le STIS, ce sont vos politiques publiques. Ça c'est donc la nomenclature qui est là, elle est réglementaire. Hein. Donc voilà, et vous voyez un peu combien d'argent vous affectez à la politique publique. Voilà. Donc, compte tenu de vos recettes et de vos dépenses, vous avez un résultat réel de 755 000 euros. Alors ces 755 000 euros, c'est votre capacité d'autofinancement au l'exercice 2025. Vous avez moins 192 000 euros si on a ajouté mouvement d'ordre, c'est-à-dire les dotations d'amortissement. Et vous avez 1,7 million en ajoutant les résultats reportés, le résultat de fonctionnement reporté des exercices précédents. Donc, en investissement, vous avez donc des recettes de 4 millions d'euros. Et donc vos recettes, c'est essentiellement, alors ça, c'est 2 millions. Alors vous avez 354 000 euros, ça c'est du FCTBA. Et ça, c'est 2 millions d'euros de recettes donc de FRDE. Donc, FRDE, c'est-à-dire c'est le Fonds régional pour le développement de l'emploi. C'est une recette qui est associée à l'octroi de mer et qui est attribuée à chaque commune de Guyane en fonction de la population. Et des recettes que vous percevez aussi sur les opérations que vous menez. Voilà, c'est bien, voilà. C'est 1,6 million d'euros. Alors, sur les dépenses, vous avez 7,9 millions de dépenses en fait. Regardez, vos dépenses sont très fortement augmentées. Là, c'est pour ça que votre fonds de roulement a baissé. Vos dépenses sont fortement augmentées, elles sont passées de 3,2 millions en 2024 à 7,9 millions en 2025. C'est parce que vous avez un taux de réalisation, ça c'est des opérations, ça c'est vos opérations que vous menez, qui sont passées de 1 million d'euros en dépenses à 5,4 millions. C'est pour ça
ça que, et sur vos opérations, vous avez des financements, mais il faut d'abord avancer les fonds avant d'être remboursé. Donc vous avez toujours un décalage. Et donc d'abord le fonds de roulement baisse et après il se reconstitue l'année d'après en faisant les cahiers communs, en remontée des dépenses. Voilà. Hop. C'est-à-dire oui, 4 149 et là vous avez, ça c'est les recettes ça. 8 755 ce sont des dépenses là, c'est ça. D'accord. Et donc voilà, ok. Donc bon, ça c'est un peu le détail des immobilisations. Alors, les immobilisations incorporelles et je compte 20, c'est les frais d'études que vous menez sur vos travaux. Ça ce sont les acquisitions de matériel et puis les immobilisations en cours, c'est des travaux que vous faites. Et là c'est toujours le principe de la politique publique, hein. Combien vous dépensez par politique. La fonction 3 c'est culture et sport. La fonction 0 c'est administration générale. Voilà, donc alors en dessous vous avez le détail de vos opérations. Toutes les opérations que vous avez eues. Alors, toutes les opérations que vous avez faites, puisque le cadre budgétaire que vous utilisez, il est voté par opération. Vous voyez les opérations apparaître, et les opérations sont des chapitres en fait. Et on voit parfaitement ce que vous avez budgétisé sur les opérations, combien vous avez liquidé sur les opérations, et combien des engagements non soldés, c'est-à-dire des restes à réaliser, ce que vous allez continuer à faire en 2026 et après. Voilà. En dépenses et en recettes. Donc vous avez tout ça, et donc en fait en pratique vous avez 33 opérations. Et alors la section d'investissement ce sera un résultat réel de moins 5 millions d'euros. C'est parce que vous avez plus de dépenses que de recettes. Et c'est parce que en fait vous devez dépenser d'abord et ensuite vous êtes remboursé. De moins 4,6 millions si on ajoute les mouvements d'ordre et 4,4 millions en ajoutant les résultats reportés. Alors là c'est la problématique de la concordance entre le comptable et vous. Ça c'est le comptable, ça c'est vous, mais c'est à zéro en fait, il n'y a pas de différence. Et le principe même du CFU c'est qu'il n'y a pas de différence. Ensuite, c'est votre trésorerie en fait. Hein. Là, vous aviez une trésorerie de 10 millions en début d'année. Elle a baissé de 4 millions 100. Elle a 6 millions 4 en brut. Et là, c'est en fait ce que vous n'aviez pas, ce que le comptable n'avait pas encore payé. Puisque ça, c'est des mandats que vous avez déjà fait. Ça, c'est chez le comptable en fait. Et bon, le temps de préparer les comptes, il n'a pas encore payé ça. Alors, les retenues de garantie, ce sont des sommes qui sont chez le comptable et qui sont libérées au fur et à mesure du bon achèvement des ouvrages. Quand l'ouvrage, un an après, on considère que toutes les réserves ont été levées, à ce moment-là, le comptable, vous lui demandez de libérer la retenue de garantie, qui est déjà mandatée. Hein. Alors, si on enlève ce que vous deviez payer, c'était 192 000 euros, donc vous avez une trésorerie nette. Voilà, une trésorerie disponible qui est passée de 10,4 millions à 6 millions. Vous avez des restes à réaliser, donc c'est ce qui vous reste à faire en dépenses et en recettes sur vos opérations. D'accord ? Et donc, vous avez, alors ça c'est votre prévision budgétaire équilibrée, ça c'est les réalisations de l'année, vous avez le fonds en 4,7 millions, réduction du fonds de roulement, ça c'est le fonds de roulement final en tenant compte des résultats reportés, ici, et vous avez ici les restes à réaliser, et vous avez un résultat de clôture de 5,6 millions. Des retenues de garantie, c'est le comptable qui libère ou c'est le fournisseur qui doit demander la libération? Quand vous payez un mandat sur un marché de travaux, par exemple, sur lequel il y a des retenues de garantie, de manière générale, on commence à libérer un an après, mais quand vous faites les mandats, vous, le coordonnateur, hein, il fait le mandat avec la retenue de garantie. Et c'est le comptable qui libère la retenue de garantie. D'accord. Mais il ne peut libérer la retenue de garantie que si vous donnez un certificat de bon achèvement. S'il n'y a plus de réserve. Que vous avez dit au début, il retient, et vous avez un an pour libérer les réserves, et après, il libère les réserves, et il débloque, il verse l'argent à la personne, et vous l'avez déjà payé. Alors, parfois, on peut constater que, bon, ça traite. Et parfois, vous avez l'ancienne retenue de garantie. On en est à combien, là, de RG? 180. C'est ça. Pour une garantie, vous aviez 75 000, vous avez 106 000 euros que vous avez constitué dans l'année, et vous avez presque 182 000 euros pour une garantie.
Voilà. Parce que pourquoi vous avez augmenté? C'est parce que vous avez augmenté les travaux. Oui. C'était à 75 000, 106 000, et donc vous avez peut-être un an pour libérer ça. Du moins, pour fournir le document administratif qui permet de le libérer. Monsieur Toula, à la page précédente, il y a des termes qui sont très techniques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ou nous éclairer sur le terme de borne? Mais ça, c'est... En fait, l'idée là, c'est de regarder un peu comment vous avez dépensé. Donc, 17 projets ont été mandatés entre 0 et 5% de leur montant. 100%, vous avez 0% de projets qui ont été mandatés au-delà de 100%. En fait, ça, c'est normal parce que ça tient à la manière de voter votre budget. Vous ne pouvez pas mandater une opération au-delà du montant qui a été budgétisé. C'est par nature, c'est par principe. Vous voyez. Donc là, vous avez 3 opérations qui ont été mandatées entre 75 et 100, qui ont été mandatées en 75 et 60%, et vous avez 30 opérations qui... Par contre, vos engagements sont bons puisque vos opérations sont engagées à hauteur de 91%. Oui, Monsieur Toula, je voulais savoir par rapport aux détails précis que vous avez présentés par rapport à l'exécution budgétaire. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en termes de prospective par rapport notamment à notre capacité d'autofinancement et pour qu'on puisse être vigilant sur l'effet ciseau qui peut arriver par rapport justement à notre capacité d'investir? C'est dans ce cadre également que la directrice des finances va faire la formation, parce que je lui ai demandé de travailler sur le futur, tout en travaillant bien sûr sur le présent, pour que nous puissions vraiment calibrer. Quand on reprend les chiffres et qu'on regarde les restes à réaliser, c'est pour cette raison que cette année, on n'a pas engagé d'autres opérations. Il nous reste 8 mois pour solder les opérations qu'on a initiées dans les années passées, pas uniquement 2025, il y a également 2024, pas beaucoup, mais un peu comme 2024, et beaucoup de 2025, pour que nous puissions, eh bien, j'espère, avant la fin de la mandature, solder les grosses opérations et repartir sur d'autres opérations. Quand on regarde le budget, eh bien, nous avons beaucoup investi à la mairie de Mana, et je l'ai dit et je le redis, nous avons beaucoup investi sur le budget, sur les budgets précédents. Et aujourd'hui, maintenant, c'est de travailler avec les équipes pour solder les opérations engagées, faire rentrer bien sûr les CAECO, parce qu'il y a beaucoup de CAECO qui ne sont pas encore rentrés parce que tout simplement les opérations ne sont pas soldées intégralement. C'est faire rentrer les CAECO et repartir l'année prochaine sur d'autres opérations, dont l'agrandissement de la mairie comme première opération. Et bien sûr, il y aura d'autres opérations qu'on va devoir en discuter, bien sûr, lors des prochains conseils municipaux. Si vous voulez rajouter, M. Doula, quelque chose? En fait, de la même manière que le RPF, on vote en mandature, vous pourriez faire une programmation pluriannuelle des investissements, cette nouvelle mandature, qui va montrer un peu ce que vous allez faire sur les 6 ans. Et l'idée, c'est de faire une TPI qui soit aussi soutenable, qui soit... Parce que le problème, c'est que même une TPI, c'est que vous investissez, vous avez obligatoirement des charges induites, puisque les investissements que vous faites génèrent des charges. Et donc, il faut pouvoir bien investir complètement aussi. Donc, optimiser les charges de manière à ne pas remettre l'augmentation des charges et rester dans un équilibre.
Alors, je le dis, hein, la population n'a pas baissé. Officiellement, et ça, l'ensemble des communes de Guyane sont concernées, c'est la méthodologie de l'INSEE qui ne correspond pas à la Guyane. Ils vont sur un quartier, ils font un recensement. Sur un quartier, on fait le recensement. Les personnes ne sont pas reparties ailleurs, hein. Les personnes se sont déplacées. Mais quand ils vont sur le quartier en question, ils se rendent compte que la population qui était là n'est plus là. Ils tiennent compte que la population a baissé. Alors que les personnes, on sait très bien. À Mana, si on va sur un quartier, les personnes ont changé de quartier, mais ne sont pas reparties dans aucun autre pays. Ils sont restés à Mana. Et nous avons demandé au sein de l'AMG, l'Association des maires, qui est une refonte de la manière dont l'INSEE comptabilise la population en Guyane et qu'on tienne compte de nos ratios. On ne peut pas augmenter des écoles. Aujourd'hui, il doit y avoir pas loin de 100 enfants qui seront attendus, qui n'ont jamais été à l'école, qui seront attendus l'année prochaine pour entrer à l'école. Comment il peut y avoir autant d'enfants qui naissent sur le territoire, qui vont à l'école et la population baisse? Ça veut dire que les parents passent de 5 à 15 ou 20 enfants. C'est pas possible. Je le dis en plaisantant, mais c'est pas possible. Et donc, nous, on pense qu'il faut revoir les ratios pour revoir comment nous pouvons réellement avoir une visibilité réelle sur la population. Mais la population ne peut pas baisser, ce n'est pas possible. Je rencontre trop de parents qui me disent que leurs enfants doivent aller à l'école, et si l'école de Charvet ne s'ouvre pas l'année prochaine, on aura un problème. Awala ne pourra plus absorber les enfants qu'on a permis de rentrer à l'école cette année. Donc nous avons impératif d'ouvrir l'école de Charvet. Ça veut dire que la population ne baisse pas. Quand on regarde les tonnes d'ordures qui sont aujourd'hui traitées par la CCOG, ce n'est pas possible que la population baisse. Donc, oui, officiellement, elle a baissé. Et nous perdons, bien sûr, des moyens financiers. Hein. On a fait le point, on a 300 voire 400 000 euros de baisse par rapport à l'année dernière. Alors que, en réalité, nous devrions nous occuper de plus de population que cela. Et là, le travail continue et fait en sorte qu'on puisse revoir le comptage de nos populations. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on le met au vote. Il y a des questions? Oui, excusez-moi. C'est pas fini? C'est fini. L'ordonnateur qui a exécuté le compte. Ah, comme le CA. Ok. Ok. D'accord. Ben, je passe la main au plus ancien, c'est ça? Non? Au plus ancien? Qui met le vote? Pas obligatoire. Ben alors, Madame Bourguignon, alors. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Jettefin, Madame Brand, Monsieur Passion, Monsieur Pavant. Avec les procurations. Le vote a été acquis. Le point suivant, c'est l'affectation des résultats 2025. Ben, vous... La problématique est la suivante. Alors ça, c'est notre résultat global. Alors, s'il fait 5,6 millions avec 1 million, presque 2 millions d'euros en fonctionnement et 3,6 millions en investissement. La pétition du résultat, c'est si ce montant-là, celui-là, était négatif, il aurait fallu prendre sur un peu sur celui-là pour pouvoir financer ça de manière à ce que ça soit à zéro. Mais là, comme c'est positif, vous votez une affectation de résultat à zéro. Parce que vous n'avez pas besoin de prendre sur votre fonctionnement positif.
Donc, et toute autre chose, c'est de compter l'excès de fonctionnement capitalisé, donc le résultat affecté à zéro. Voilà. Et vous avez les résultats qui seront comptés comme ça. Ça, ce sont les résultats comptables, c'est pas ce qu'on peut dire. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Maintenant, nous rentrons dans le vote du budget 2026. Vous avez la main, vous la gardez. Oui, peut-être, je sais pas, oui. Il faudrait le positionner sur l'écran, en fait. Je ne sais pas positionner. Mais logiquement, ils l'ont sur leur tablette. Ah d'accord. Ouais. Donc vous pouvez prendre votre portable. Ou sur la famille. Donc, vous avez un budget qui fait 42 571 849,32 avec des mouvements réels. Les mouvements réels, c'est ce que vous allez potentiellement réellement dépenser. Les mouvements d'ordre, ce sont des opérations comptables. Donc, en mouvement réel, vous avez 40 981 849,32 euros. Et donc, en section de fonctionnement, vous avez des recettes PLP de 15 749 770,59 euros. Pour les dépenses du même montant, 15 749 770,59 euros. Avec des recettes PLP de 13 883 000. Et des dépenses PLP de 14 millions d'euros, ce qui vous fait une carte, par contre, de moins 366 millions. Par contre, le besoin de financement de moins 366 000 est couvert par votre système de fonctionnement de 1 771 000 qu'on a vu tout à l'heure. Et qui conduit à un autofinancement global de 1 400 000. Voilà. Donc pour recette, hein, c'est recette hors report, vous avez donc 6,7 millions d'impôts et taxes, vous avez 1 million d'impositions directes et vous avez des 4,8 millions de dotation et participation. Alors, donc aussi des coûts de service. Voilà. Ensuite, donc, vos impôts directs. Donc, ce qui est proposé là, vous avez 5,7 millions d'octroi de mer contre 5,9 millions l'année dernière, donc ça a baissé de 3,16% parce que votre population a baissé. D'accord. Dans vos impôts et taxes, vous avez 1 million, mais ça n'a pas augmenté de son compte. Le compte, en fait, rassemble aussi vos impôts et taxes que vous avez écouté la dernière fois, mais aussi d'autres contributions directes. Voilà. Donc, les dotations et participations. Vos dotations et participations, c'est 2,7 millions. Alors, vous voyez que votre dotation globale de fonctionnement, qui était à 2 votre dotation globale de fonctionnement, elle a baissé de 1,42% sur la dotation forfaitaire des communes et elle a baissé de 3,48% sur la dotation d'aménagement des territoires des communes d'outre-mer. Donc vous voyez l'impact qu'a la baisse de votre population. Vous avez vos dotations qui baissent. Et par contre, vos dépenses, c'est ça. C'est un vrai problème, ça. C'est un effet de ciseau. Il faut faire attention, du moins. Voilà. En termes de charges, donc vous avez des charges à caractère général pour 2 millions d'euros, des charges de personnel pour 9,7 millions et des charges de gestion courante pour 1,6 million. Alors, dans vos charges à caractère général, l'idée c'est de... Bon, alors, ça baisse beaucoup par rapport au PP, c'est parce qu'il faut les contrôler. Donc là, il faut optimiser vos charges. Ensuite, vos charges de personnel, c'est en faible croissance, 1,50% par rapport à votre budget 2025.
Ensuite, vous avez les atténuations de produits, c'est l'attribution de compensation de la CCOG. Et vous avez des autres charges de gestion courante telles que c'est le GEC, 529 000, le CCAS, 371 000, et puis le SDIS, 251 000, et 177 000 euros pour les associations. Voilà. Et en investissement, vous avez des recettes réelles totales de 26 822 078,73 euros pour les dépenses du même montant. Alors, en recettes, vous avez donc les recettes d'investissement réelles, c'est 1,4 million, c'est du FRDE. Et vos dépenses d'investissement, alors vous avez 6,4 millions, presque 6,5 millions, et donc vous avez donc remboursement des emprunts, 103 000, mais 6,4 millions, ce sont à utiliser sur les opérations, soit à parfaire vos opérations anciennes, soit à ventiler sur les opérations nouvelles. Le maire a parlé du siège. Disons que ce sont des sommes qui vous permettraient de compléter vos opérations actuelles, ou de faire des opérations, ou de préparer votre PPI. Voilà, c'est ça. L'école, on n'a pas fait de prêt. On aurait pu faire un prêt et dans les calculs qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre de nos réserves et c'est dans ce cadre-là qu'on a construit l'école de Charvin sans endetter la collectivité. Notre municipalité de 2020 à 2026 n'a jamais fait de prêt. Et j'espère ne pas en faire tant que vraiment qu'on aura la capacité. Et ça, c'est la gestion, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, que nous avons menée ensemble. Vous avez un budget qui fait 42 771 849,32 euros, avec 15 749 778,59 euros en fonctionnement et 26 822 078,73 euros en investissement. Exactement. J'ai juste une remarque à faire sur la page 7. Il est marqué que les autres contributions obligatoires recouvrent la subvention octroyée à l'OGEC. Ce n'est pas une subvention. C'est une dotation obligatoire. Voilà, c'est une dotation obligatoire. Quand on parle de subvention, ça veut dire qu'on a la possibilité qu'elle ne soit pas donnée, alors que c'est une obligation légale. Merci. Parce qu'il faut rajouter que nous apportons beaucoup d'importance à l'éducation. Il faut rappeler que le GEC, c'est l'association de l'école Anne-Marie Javoué, auquel la collectivité accompagne au même titre que les montants qui est octroyé sur les écoles publiques. Et je rappelle encore une fois que nous apportons en moyenne entre 1 200 et 1 300 euros par enfant scolarisé. C'est énorme. 1 200 à 1 300 euros par enfant scolarisé. Nos enfants qui vont à l'école, logiquement, ont l'accompagnement qu'il faut pour être des grands mananais dans le futur. Si réellement ils suivent la logique de l'éducation que nous mettons en place. Qui s'abstient, qui est contre. Merci pour la validation. Nous passons à la gestion administrative. Alors, je ne sais pas si on a besoin de vous, monsieur Doula, non? Il n'y a pas de point? Eh bien, alors, on vous libère si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de partir si vous ne voulez pas. Mais, voilà, on vous libère. Point 5, fixation des modalités de prise en charge des frais de représentation du maire. Madame la DGA. Alors, dans l'exercice des fonctions de monsieur le maire, il est amené à représenter la commune à l'occasion de nombreux événements institutionnels, cérémonies officielles, rencontres avec des partenaires ou encore lors de l'accueil des délégations. Ces missions de représentation impliquent la prise en charge de dépenses spécifiques directement liées à l'image ou au rayonnement de la collectivité. Alors, à noter que le Code général des collectivités territoriales permet la prise en charge de frais de représentation engagés par le maire, sous réserve qu'ils soient justifiés par l'exercice du mandat, engagés dans l'intérêt de la commune et autorisés par le conseil municipal. Donc, il appartient ainsi à l'Assemblée délibérante de fixer ces modalités d'encadrement de ces dépenses
Et la présente délibération vise à autoriser cette prise en charge et de définir également la nature, donc à noter les réceptions, cérémonies, rencontres institutionnelles, cadeaux protocolaires, et à encadrer la fixation du plafond annuel. Il est proposé au conseil municipal de fixer ce plafond à 15 000 euros annuel. Qui n'a pas changé hein, depuis 2020. Alors que le coût de la vie augmente. Oui, mais je reste tel quel. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 6. Information relative aux délégations de fonctions consenties par le maire aux adjoints et aux conseillers municipaux. Alors, dans le cadre de l'installation de la nouvelle équipe municipale, il appartient à Monsieur le maire d'organiser le fonctionnement de l'exécutif afin d'assurer la gestion efficace, lisible et réactive des affaires communales. À ce titre, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions aux adjoints et, le cas échéant, à ses conseillers municipaux. Il est conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le maire est le seul compétent à accorder des délégations de fonctions. Ces délégations sont formalisées par arrêté et elles sont exercées sous la surveillance et la responsabilité du maire. Donc le conseil municipal n'intervient pas dans l'attribution de ces délégations, mais doit être informé. D'où cette note d'information. Les délégations attribuées s'inscrivent dans une logique de clarification des responsabilités, de proximité avec les habitants, de transversalité entre les dans le cadre du pilotage efficace des projets communaux. Donc chaque élu délégué agit dans le périmètre qui lui est confié, en lien avec les services municipaux et sous l'autorité de Monsieur le maire. Donc les arrêtés de délégation précisent le champ de compétences déléguées, les conditions d'exercice et le cas échéant les délégations de signature associées, notamment état civil par exemple. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication relative aux délégations de fonctions consenties par le maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de vote, donc on peut répondre à des questions s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, nous passons au point 7. Mise en place et désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Alors, si je peux, juste avant de passer à ce point-là, peut-être donner les délégations de chaque élu. Oui, oui. Alors, Arlène Bourguignon, déléguée aux ressources humaines et à la vie institutionnelle, Kyosion, urbanisme, habitat et protection des bases de vie, Adeline Lino, éducation et politique jeunesse, François Alphonse, participation citoyenne, médiation, dialogue et droit coutumier, Kiation, communication institutionnelle et service à la population, Daniel Mémé, équipement public sportif, Marie-Noël Zoulemi, petite enfance, mode d'accueil, Steve Stilien, développement territorial, économique et attractivité, Dismout Chadian, environnement, espace protégé, eau et transition énergétique, Émile Sibrelus, équipement culturel, Randolph Jadfar, prospective budgétaire et programmation budgétaire et investissement, Jocelyne Bakoul, solidarité, inclusion sociale, santé et aux relations avec le CCAS, Corinne Huerta Darly, revitalisation et attractivité du centre-bourg, Franck Kaufmann, culture et éveil artistique, Christiana Tchouka, biodiversité et droit d'usage des communautés, Stéphano Cana, tourisme, artisanat et circuits locaux, Ryan Perso, partenariat institutionnel, coopération et diaspora bananaise, Clarisse Anso Taro, cohésion sociale, prévention et ancrage des Mananais, Youfin Mia Quentin, agriculture durable et souveraineté alimentaire, Clarence Agintona, vie associative et animation du territoire, Johanna Raffenberg, service public de proximité dans les bases de vie, Alison Guillaume, temps périscolaire et loisirs, et Luc Jacques, sport. Vous recevra
l'arrêté que je vais prendre, et à partir d'aujourd'hui, considérer que vous allez tout droit dans les délégations qui ont été données. Et que les services également seront communiqués en fonction des élus et de leur délégation. Pas de questions, on continue? Donc on reprend la mise en place. Alors point 7, la mise en place et désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Je sais qu'une liste est déjà partie car on a eu à rencontrer les élus qui se sont proposés et on a eu à faire des choix sur le nombre de personnes dans les commissions. Ça, c'est par rapport à cette commission, elle est obligatoire, donc il y a une place pour la majorité et également des postes pour l'opposition. Et je crois qu'il manque 2 personnes. C'est bon? On a déjà les noms? On peut les donner peut-être? Les noms complets? Alors, déjà peut-être expliquer c'est quoi une CAO. Donc la CAO constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés. Donc la commission d'offres composée d'une commune de 3500 habitants et plus par l'autorité habilitée à signer son représentant présidé par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste sur la base d'un scrutin de liste. Alors, par rapport à la liste, nous avons Kyo Siang, Arlène Bourguignon, Marie-Noël Zoulemi, Adil Nino, Steve Pavon. Alors c'est au poste de titulaire. Ensuite, les candidats au poste de suppléant, Franck Kaufmann, François Alphonse, Steve Stilien, Dismout Chadjian et Amanda Bron. Donc monsieur le maire est président de droite d'ailleurs dans toutes les commissions et en vice-présidente est proposée madame Jocelyne Bakoul. Donc à noter que la vice-présidente ne siège pas, n'est pas membre titulaire. C'est qu'en mon absence, c'est elle qui assure la présidence. Mais elle peut être également présente lors des commissions sans pour cela avoir à prendre part au vote. Alors, est-ce qu'on vote à main levée? Pas besoin de bulletin de vote. Donc, sur la proposition de la liste qui a été lue, les personnes notamment mentionnées sur cette liste, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Point 8, création de la commission consultative MAPA et approbation du guide interne de la commande publique. Alors au titre du mandat 2020-2026, l'équipe municipale s'était engagée à mettre en place une réflexion sur ses pratiques d'achat et ses règles internes de commande publique. La thématique achat présente en effet des enjeux importants, notamment sur les masses financières concernées, la diversité des sujets, achat local, développement durable, qui interagissent quotidiennement avec la notion de commande publique. Afin de mener cette réflexion, une commission a été créée en 2020. Cette commission, dénommée Commission consultative MAPA, était chargée d'émettre un avis favorable à la passation des marchés à procédure adaptée d'un montant supérieur à 40 000 €. En effet, les dispositions des articles L2123.1 et suivant le Code de la commande publique, on est autorisé, la passation des marchés publics à procédure adaptée est autorisée pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est inférieure au seuil européen dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, garantis à l'article L2111.1 du Code de la commande publique. Donc, liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence au niveau des procédures. Ces principes permettant d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers et dans le respect impliquent la définition préalable du besoin, la mise en œuvre des obligations de publicité, notamment la mise en concurrence, et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors, ce qui est proposé au niveau de cette commission, ce sont les mêmes membres. Ouais. Les mêmes personnes, oui. On a voulu garder les mêmes personnes qui étaient en CAO,
dans cette commission pour éviter qu'on se trompe, notamment de personnes, et que les personnes aient la même connaissance, notamment des marchés. Et il sera prévu aussi des formations qui permettra aux personnes de pouvoir bien suivre cette logique. Donc je sais que des listes également ont déjà été proposées, c'est ça? C'est la même? Non mais avec l'opposition aussi? C'est la même? On peut quand même les citer, peut-être. Kyosion, Arlène Bourguignon, Marie-Noël. Adeline Luneau, Steve Pavant, en suppléant Franck Hoffman, François Alphonse, Steph Stilien, Dismout Chadjian et Amanda Brand. Vas-y. Je voulais faire une proposition. Prends le micro. À la commission, là. Donc, moi, je voulais juste faire une proposition que si jamais il y a une place, vous pouvez vous tourner vers moi pour pouvoir... si jamais quelqu'un... désiste. Voilà, voilà. Okay. C'était juste ça pour noter. Ça marche. Y a-t-il des questions sur cette liste proposée? S'il n'y a pas de questions, on le met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Désignation des membres élus au conseil d'administration du CCAS. Qui c'est qui La liste des personnes. Bon, vas-y alors. Alors, le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, institué de plein droit dans toute commune en application de l'article L123.4 du Code de l'action sociale et des familles. Il est animé par un conseil d'administration et présidé de droit par le maire. Donc le CCAS de Mana intervient dans le domaine de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions. Il instruit les demandes d'aide sociale légale, attribue des aides sociales facultatives de prévention et de développement social dans la commune. Donc le nombre total de membres élus est fixé à 6 membres selon la taille de notre commune et la présente délibération a pour objet de désigner ces membres élus appelés à siéger au conseil d'administration du CCAS. On a la liste. Oui. Alors, il est proposé Madame Corinne Darby, Madame Josine Bakoul, Madame Johanna Raffenberg, Monsieur François, Madame Dismout Chadjian et Madame Amanda Brand. Question? S'il n'y a pas de question, on le met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Désignation des membres de la commission de délégation de services publics. Alors, une délégation de services publics, c'est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation de services. Alors à noter que nous avons 2 projets de AJE, de crèche, un établissement qui sera situé au village de Javoué et un deuxième de 40 places qui sera situé dans le bourg. Et ce qui avait été acté dans l'ancienne mandature, c'est de proposer une délégation de services publics pour la gestion de ces 2 établissements. D'où cette proposition d'acter les membres de cette commission pour pouvoir statuer sur les futurs délégataires. Donc les membres titulaires sont les mêmes que la CAO et voilà, donc Kyosion, Arlène Bourguignon, Marie-Noël Zoulemi, Adeline Lino, Steve Pavant et son candidat au poste de suppléant, Franck Hoffman, François Alphonse, Steph Stilien, Dismout Chadjian et Amanda Brand. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on le met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 11e point, création des commissions communales.
Alors, dans le cadre de l'installation du conseil municipal et afin d'assurer un fonctionnement efficace de l'Assemblée délibérante, il est proposé de proposer la création de commissions municipales internes. Ces instances permettent de préparer des travaux du conseil municipal et aussi de favoriser une meilleure instruction des dossiers en amont des séances. Ces commissions jouent un rôle consultatif et ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel. Le maire est président de droit. La mise en place des commissions municipales vise donc à structurer l'action municipale par des grands domaines d'intervention, d'améliorer la préparation des délibérations soumises au conseil municipal, favoriser l'implication de tous les élus dans le suivi des politiques publiques, de permettre une meilleure lisibilité de l'action municipale. Il est proposé de créer les commissions municipales suivantes. Donc la première, la commission finances, prospective, budgétaire et investissement. La commission urbanisme, aménagement du territoire et cadre de vie. La commission environnement, biodiversité, transition énergétique et gestion des espaces. La commission développement économique, agriculture, tourisme et attractivité. La commission éducation, jeunesse, sport et loisirs. Et la commission culture, vie associative, animation et événements. Il y a donc 6 commissions. Il y a... oui, Madame Bon. Oui, monsieur le maire, excusez-moi. Je souhaiterais savoir si dans cette commission, il n'y a pas, je ne sais pas dans lequel rentre la sécurité. La sécurité? Cadre de vie. Cadre de vie. Cadre de vie, ok, merci. C'est bon, on continue ou... Y a-t-il des questions? À part, oui. C'est juste par rapport à la proposition qui est faite de bloquer les commissions à 6 membres, sachant que c'est une instance de travail où on pourrait laisser libre, comment dire, une certaine liberté en termes de nombre de personnes. Ah, c'est libre au niveau des... ok, non, parce que comme un... Oui, non, mais je pensais que c'était fini par rapport... mais on va arriver là... On va arriver sur la partie limitation des membres. C'est le point après. Ok, d'accord. Je pensais que c'était pour l'ensemble. Donc on est d'accord sur la proposition. Si on est d'accord, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merde. Désignation des membres des commissions communales. Alors le présent projet de délibération porte sur la création des commissions municipales et la désignation de leurs membres. Ces commissions constituent des instances de travail essentielles pour préparer les décisions et permettre un examen approfondi des politiques publiques de la collectivité. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent pour créer les commissions et en fixer la composition. Si aucun nombre maximal de membres n'est imposé, la jurisprudence rappelle la nécessité de respecter une représentation pluraliste des sensibilités politiques présentes au sein du conseil municipal. Dans ce cadre, il est proposé une organisation permettant d'assurer à la fois une représentation de l'ensemble des groupes du conseil municipal, un fonctionnement efficace des commissions et une participation équilibrée aux travaux. La proposition de M. le maire prévoit l'attribution de 2 sièges à l'opposition dans chaque commission. Ce choix vise à garantir une présence effective de l'opposition dans l'ensemble des thématiques traitées par la commune et donc à permettre une expression pluraliste sur l'ensemble des politiques publiques. Dans le même temps, il apparaît nécessaire de maintenir une organisation structurée des commissions, une répartition totalement libre, conduisant par exemple à une concentration importante des membres sur une seule commission, ne permettrait pas d'assurer ni l'équilibre des échanges, ni un fonctionnement optimal de ces instances de travail. La proposition présentée s'inscrit également dans le respect du principe de représentation proportionnelle compte tenu de la composition actuelle du conseil municipal. Elle permet ainsi de concilier l'expression démocratique
et l'efficacité de l'action municipale. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création des commissions et de la désignation des membres. Par contre, je n'ai pas les noms pour... Voilà, c'est affiché. Donc il nous faut 2 noms dans chaque commission de l'opposition. Oui. Oui, monsieur le maire. Donc je voulais en venir à cette proposition. Nous sommes contre le fait de limiter le nombre de 2 à notre groupe, puisque, comme le dit le texte, il n'y a aucune réglementation qui nous oblige à le faire, sachant qu'encore une fois que c'est une instance de travail et ça permet de tout un chacun de pouvoir venir travailler pour la commune, que ce soit le groupe majoritaire ou l'opposition. Donc, dans les autres mandatures, nous n'avions pas ce genre de procédé. Donc, nous souhaitons, nous, librement pouvoir nous positionner, tout en respectant l'équilibre. Nous ne sommes pas à 24. Mais pour certaines commissions notamment, nous sommes 3 à vouloir siéger dans la commission. Donc, ce n'est pas ce qui va bouleverser la présence politique des groupes. Et notamment, une commission donne un simple avis et n'a pas besoin aussi de quorum pour pouvoir se réunir. Donc, c'est juste permettre à l'opposition de pouvoir siéger librement dans les différentes commissions qui seront mises en place. Je garde la même logique pour les commissions obligatoires. Au lieu de faire entrer une personne, on propose 2 personnes par commission. Et ça n'empêche en rien le travail qu'on est censé mener ensemble. Donc, dans la commission, on peut donner les noms de la commission 1. Alors, la commission finance, prospective budgétaire et investissement, nous avons M. Randolph Jadfar, Stéphano Cana, Kiosian, Ryan Perso, Youfeng Ya, Steph Stilien, Daniel Mémé, Émile Sibrelus, Arlène Bourguignon. Il nous faut 2 autres noms pour compléter cette commission et passer à l'autre. Pour l'opposition, vous proposez qui? Pour l'instant, on ne propose personne. Pas de problème. Commission 2? Oui. Jean-Claude a bien dit que pour l'instant, on ne propose pas. Si en commission, nous souhaitons revenir sur ce point, serait-il possible? Ce sera lors du prochain conseil municipal, mais c'est moi qui fixe les points à l'ordre du jour. Je considère qu'aujourd'hui, on met en place les commissions. On ouvre à l'opposition la possibilité de venir travailler. Vous ne voulez pas donner de nom, eh bien, on prend acte, on votera les commissions et on travaillera avec les personnes présentes. Oui. Non, monsieur le maire, vous imposez. Le texte le dit bien. Nous avons été consultés il y a quelques jours pour les commissions obligatoires où le législateur détermine les postes opposition et majorité. On a donné les noms à l'administration en temps et en heure. Là, nous sommes sur des commissions non obligatoires, thématiques, que la commune met en place. Et ces commissions, ce sont des espaces, un espace de travail où tout le monde, quelle que soit la personne qui siège au niveau du conseil, se met ou se met pas. Là, vous nous imposez. On ne nous a pas demandé notre avis au départ. Donc là, il faut bien qu'on puisse bien préciser les choses. Là, vous voulez nous imposer le mode de fonctionnement des commissions obligatoires. Nous sommes contre. Voilà, c'est pas normal. Alors que jusqu'à présent, les commissions étaient ouvertes. Les personnes membres, opposition ou majorité, s'y mettaient s'ils voulaient ou pas. Là, d'emblée, on nous dit, pour vous, c'est 2 places. Dans l'ancienne mandature, on avait nommé des personnes dans des commissions. Les personnes étaient nommées dans les commissions. Aujourd'hui, c'est une nouvelle mandature. Je garde la même logique en mettant en place des commissions non obligatoires. Les commissions obligatoires,
on a respecté à la lettre ce qu'il nous disait. Aujourd'hui, dans les commissions non obligatoires, je rentre de la même logique. Nous ouvrons à 2 personnes de l'opposition la liste. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous imposez, monsieur le maire. Je n'impose rien du tout. Parce que, contrairement à ce que vous dites, lors de la dernière mandature, c'était un acte volontaire de chacun pour les commissions. J'y étais. Oui, j'y étais. Non, il ne faut pas dire. Ah bon, vous y étiez? Non, j'y étais. C'est bien de le préciser. Oui, j'y étais lors de la dernière mandature. Et je sais très bien comment ça s'est passé. C'était un acte volontaire. Chacun a dit, je souhaite être là. C'est volontaire également aujourd'hui. Eh bien non, là, je vous dis, il y a certaines commissions, nous sommes 3. Voilà. Je vous donne 2 noms. Développement économique, aménagement. Il y a certaines commissions, il y en a où on est un seul. Monsieur Jaffar, monsieur le maire, je donne la parole. Attendez, je suis en train de m'exprimer, monsieur le maire. C'est moi qui donne la parole. Non, mais j'étais en train de m'exprimer. C'est moi qui donne la parole. Mais je suis en train de m'exprimer, vous me coupez la parole. J'ai le droit de couper la parole. Non, je suis en train de vous dire. Je considère que nous perdons du temps. Non, pas du temps, c'est la démocratie, ça. Eh bien alors, comme la démocratie veut, j'ai demandé que dans chaque commission, il y ait 2 personnes de l'opposition. Monsieur le maire, moi je donne le nom que vous voulez. Et nous allons continuer la réunion. Monsieur le maire, je vous écoute. Vous nous imposez des choses. Je vous retire la parole, monsieur Jaffar. Il n'y a pas de souci. Je donne la parole à la prends note et la population prend note de comment se passe la démocratie au sein du conseil municipal de Mané. Problème là-dessus. Allez-y, madame la DGA. Je tiens quand même à préciser que vous avez été envoyé, monsieur Jaffar, le 14 avril avec les commissions. Oui, madame la DGS. Oui. Non, je ne vous ai pas dit qu'on n'a pas reçu l'information. Je vous ai répondu que nous étions déjà contre le fait qu'on veuille nous imposer 2 noms par commission alors que les textes permettent de faire autrement. Voilà, ce n'est pas une commission comme la MAPA, les appels d'offres, tout ça, ou là, c'est bien dit. Donc, non, mais je réponds à la DGS, monsieur le maire. Permettez-moi de répondre à la DGS. Mais moi, je réponds aujourd'hui, je reprends la main. C'est moi qui donne la ligne de conduite dans les commissions. Je suis président dans toutes les commissions. Et c'est la démocratie. Ce sont les résultats de la démocratie. D'accord? Je prends la parole. C'est une commission thématique. La démocratie permet de mettre les normes qu'on veut. Ne me dites pas que c'est la démocratie qui vous... Je reprends mes questions pour les autres membres qui sont présents. Je prends la parole. Arrêtez, pas de problème. À moi qui est arrêté. Je demande 2 noms. Si je n'ai pas les 2 noms, nous allons délibérer sur les noms qui seront présentés au conseil. Et lors d'un prochain conseil municipal, c'est moi qui fixe les points à l'ordre du jour. Je reprends pour la commission 1, finances, perspectives budgétaires et investissement. Il me faut 2 noms pour l'opposition. Y a-t-il des candidats? Monsieur le maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de candidat, je passe au vote. Qui s'abstient? Passez au vote. Merci pour la démocratie, monsieur le maire. 3 contre, 4 contre. Merci. Le président est contre. Nous prenons acte. Je passe à la commission 2. Commission urbanisme, travaux d'aménagement du territoire et cadre de vie. Johanna Raffenberg, Clarisse Anso-Caro, Daniel Mémé, Ryan Perso, Luc Jacques, Clérène Sachintuna, Arlène Bourguignon. Pareil, il me faut 2 noms pour l'opposition. Oui, monsieur Patient. Oui, j'aimerais intervenir sur, que vous m'éclairiez. Vous avez dit, donc, la cohérence, ces commissions ne sont juste consultatives. Vous avez dit que vous mettiez la sécurité dans le cadre de vie. Permettez-moi d'en douter, puisque ça veut dire qu'en fin de compte, la population, la sécurité des Mananais ne sera pas prise en compte. Je rappelle que la loi du 25 novembre 2021, donc la loi Matras, impose au conseil municipal soit d'avoir un élu délégué à la sécurité civile, donc incendie, secours, soit de nommer un référent. Or là, on ne l'a pas.
Donc Le référent, c'est moi. je ne comprends pas en fait la cohérence entre une commission qui n'est pas obligatoire, dans laquelle on met la sécurité dans le cadre de vie. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement en fait. Le référent de la municipalité en termes de sécurité, c'est moi. Je ne suis pas tenu de nommer un élu. Au moins, il aurait été sage qu'on le sache en fait. C'est tout ce que je dis. Mais je le dis. À l'instant. Mais je le dis, oui. Je le dis. C'est l'éclaircissement. Merci, monsieur. Je le dis. Donc, y a-t-il des propositions pour la deuxième commission? Il n'y a pas de proposition. Je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Les 4 de l'opposition. Merci. Commission suivante. Alors, commission développement économique, agriculture, commission environnement, biodiversité, transition énergétique et gestion des espaces. Donc, on a Dismout Chadjian, Christiana Tchouka, Youfania, Clarisse Ansotaro, Alphonse François, Arlène Bourguignon. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je demande 2 candidats pour l'opposition. Pas de candidat, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Pareil. Les 3 contre? Ou 4? J'ai dit qu'il est contre, mais je ne vois pas toutes les mains. Tout le groupe est contre. Ok. Tout le monde est contre. Merci. Ouais, mais chaque personne est libre de se présenter s'il le souhaite. Hein. Alors, la commission développement économique, agriculture, tourisme et attractivité. Nous avons Steph Stilien, Stéphano Cana, Ryan Perso, Clarisse Ansotaro, Kiassion, Youfin, François Alphonse et Arlène Bourguignon. Pareil, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, oui. Est-il possible que je rejoigne cette commission? Je sais pas. Je voudrais rejoindre la commission. Quelle commission? Développement économique. Oui. Pas de problème. Ok, merci. Y a-t-il des candidats dans l'opposition? Pas de candidats. Je lui passe. Oui, Madame Bron. Monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure, là, nous, on ne pouvait pas ajouter une 3e personne. Et là, vous pouvez ajouter quelqu'un de votre groupe. Là, je ne comprends pas la logique. Mais la logique veut que nous sommes majoritaires et que c'est nous qui mettons en œuvre notre politique en fonction des commissions que nous voulons mettre en œuvre. Monsieur Jaffar, vous n'avez pas la parole. Donc vous changez, Vous n'avez pas la parole, vous monsieur changez Jaffar. les règles pendant la séance. Alors qu'il y a un nombre de postes pour votre groupe et un nombre de postes pour nous. Donc normalement, ça doit être figé. Vous ne pouvez pas ajouter. Vous ne pouvez pas ajouter évidemment Autre chose. par rapport à la proportionnalité. On continue. Donc vous voyez que vous faites. Je suis contraint. Voilà, c'est du n'importe quoi. Je retire la parole, monsieur C'est Jaffar. du n'importe quoi. Je la prends la parole parce que là c'est du n'importe quoi, monsieur le maire. C'est du n'importe quoi. Vous avez fait quelque chose de proportionnel. Et là maintenant, vous changez les règles. Vous refusez de... Mais non, ces 2 postes-là doivent rester pendant les 6 ans. Ces 2 postes-là, si pendant les 6 ans, on ne souhaite pas s'y mettre, ça doit rester à disposition. Monsieur Jaffar. Monsieur le maire, je ne fais que dire ce que vous avez dit. Monsieur Jaffar. Donc si on fait ce que vous avez dit... Jean-Claude Jaffar. Oui, Jean-Claude Jaffar. Ambo Kabaï la parole. C'est bon. C'est pas normal. C'est bon, tu n'as pas la parole. Mais c'est pas normal ce que tu fais. Normal, pas normal, tu n'as pas la parole. Tu changes les règles, c'est pas normal. C'est pas normal ça. On avait bien commencé le conseil et je me rends compte que là, vous voulez... On te dit que tu changes les règles. La parole. En cours, c'est pas normal. C'est pas normal. Commission éducation, jeunesse, sport et loisirs. Adeline Dino, Marie-Noël Soulemi, Alison Guillaume, Daniel Mémé, Luc Jacques, Clarence Agitona, Josine Bakoul, Youfania, Arlène Bourguignon. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je demande à l'opposition s'il y a 2 personnes qui souhaitent y être. Pas de proposition, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la commission culture, vie associative, animation et événements.
Émile Sibrellus, Franck Kaufmann, Clarence Agintona, Corinne Darly, Steph Alison Guillaume, Luc Jacques et Arlène Bourguignon. Pareil, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je demande s'il y a des candidats. Pas de candidats. Je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. C'est bon, on a épuisé la commission. Pardon? C'est bon pour les commissions? Ok. Nous passons au point 13, désignation des représentants à la commune de Manna au conseil d'administration du SPL Colibri. Alors depuis 2025, c'est la SPL Colibri, qui est une société publique locale, SPL, créée par la CCOG et les communes membres, qui assure la collecte des déchets ménagers dans les communes suivantes de l'Ouest, Apatou, Awala, Yadimapo, Mana et Saint-Laurent. L'objectif est de garantir un service public de qualité, piloté localement avec une vraie maîtrise des coûts et une logique de proximité. Il s'agit aujourd'hui de désigner les membres des élus qui vont siéger, les représentants de la commune qui vont siéger au conseil d'administration de la SPL Colibri. En titulaire, M. Alphonse François et en suppléante, Mme Bakoul Joseline. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 14, désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du SMEGI. Alors, par arrêté préfectoral du 10 janvier 2020, il a été acté la création d'un syndicat mixte d'énergie de la Guyane, appelé SMEGI, qui conduit à la mise en place des instances dirigeantes afin d'assurer son fonctionnement. Considérant le renouvellement du conseil municipal intervenu à la suite des élections, il est nécessaire de procéder à la désignation des nouveaux représentants de la commune au sein des organismes extérieurs. À ce titre, la commune doit désigner 2 délégués syndicaux, l'un titulaire et l'autre suppléant, appelés à siéger au sein du comité syndical du SMEGI. Donc il est proposé au conseil municipal Monsieur Albéric Bint, membre titulaire, et Madame Bourguignon-Arlène, membre suppléante. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on le met au vote. Qui s'abstient? Merci. Désignation des représentants de la collectivité au conseil d'administration du centre de gestion de la Guyane. Donc, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane est un établissement public administratif chargé d'accompagner les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la gestion de leurs ressources humaines. Il intervient au bénéfice des communes, intercommunalités et établissements publics de Guyane, notamment en matière de gestion statutaire, de carrière, de prévention des risques professionnels, d'organisation des concours et examens professionnels. Donc, le centre de gestion est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus des collectivités territoriales affiliées. Chaque collectivité affiliée participe à cette gouvernance à travers la désignation de ses représentants. Il est donc proposé M. Perso Ryan, élu titulaire, M. Sibrellus Émile, suppléant, et les membres appelés à siéger en cas de vacances, Mme Anso Taro Clarisse et M. Jacques Randolph. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Gestion communale. Validation du projet d'acquisition de parcelles AO 426, AO 563, AO 763, correspondant à un montant total de 3 € sur le secteur de l'OIN N numéro 20
de Javoué. Je rappelle que c'est une parcelle de terrain que nous avons demandé, ça fait déjà des années, où l'EPAG a été propriétaire à Javoué. Et suite à la demande de la mairie, rappelez-vous, lors du nouvel an à Javoué, où j'avais interpellé le sous-préfet en lui disant que la commune de Mana n'avait pas de foncier et qu'il n'était pas normal que nous ne puissions pas développer des projets, notamment économiques, sur la commune et à Javoué. Et ma demande a fait écho et l'EPAG nous a attribué ce foncier à l'euro symbolique. Voilà pour l'explication. Et c'est la parcelle qui concerne, quand on laisse la Karouani à droite, là où il y a les parcelles de Parépou, toute cette parcelle qui est à droite, qui englobe également là où il y a le terrain de foot de Javoué, pas le terrain de foot de la Karouani, le terrain de foot de Javoué, qui passe derrière également la parcelle de Sigui. Donc ce sont ces parcelles qui seront revendues à la mairie à l'euro symbolique pour un contenant d'environ 10 hectares. Donc on aura de quoi, pour la population de Mana, mais notamment en Javoué, mettre nos différents projets en place. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Nous arrivons au terme des points à l'ordre du jour du conseil municipal. Information générale. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Monsieur Perceau. Merci de me donner la parole, monsieur le maire. Bonjour collègues. Monsieur le maire, je souhaiterais qu'on puisse prendre quelques minutes pour discuter malheureusement du nouveau drame qui frappe la commune ce matin. Un jeune percuté alors qu'il semblerait-il, je parle au conditionnel puisque je n'ai pas toutes les informations et je me garderai bien évidemment de dire trop de choses sans maîtriser les faits, qui devait se rendre à l'école. Alors il semblerait que c'était un jeune qui était en situation de stop pour aller à l'école. Cette situation doit nous interpeller en tant qu'élu communal, mais aussi au sein de la Guyane. Et je pense qu'il y a deux actions immédiates que l'on peut décider de manière commune. C'est tout d'abord, il faudrait que nos services sociaux et nos services de proximité puissent se rapprocher des parents de cet enfant, mais aussi des autres parents, puisque j'imagine que ce n'est pas un cas isolé. J'imagine que ce n'est peut-être pas le seul enfant qui, aujourd'hui, pour aller à l'école, se met en situation de vulnérabilité et de danger. Et deuxièmement, saisir et interpeller la collectivité territoriale de Guyane, puisqu'il y a aussi un sujet à ce niveau-là. Je discutais récemment avec la collègue Clarisse, je lui passerai la parole, puisque les parents d'une certaine portion de la commune de Mana auraient reçu un courrier invitant les élèves à devoir se rendre sur des zones de parking, d'arrêt temporaire, ce qui ne fait qu'accroître la vulnérabilité et la mise en danger de ces jeunes. Donc dans la continuité de l'intervention que vous avez eue lors de la rencontre avec le président de la CTG pour l'interpeller sur l'état de nos routes, il y a également un sujet, je pense, d'interpellation à faire auprès des services de la CTG et je pense que la mairie pourrait s'en saisir. Merci. Clarisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un sujet qui nous a secoués pendant la période électorale, où on a reçu un courrier de la CTG qui imposait aux parents, je dis bien imposait aux parents, que les enfants se rendent à des points de rassemblement qui, en l'occurrence, sont des espaces de stationnement au bord de la route. Bien évidemment, les parents ont dit non. Et pendant toute la période où les parents ont dit non, les enfants n'ont pas été ramassés chez eux parce que il y a eu des contrôleurs qui se sont mêlés à cette histoire. Le caïd de Mana était au courant de cette situation. Bien évidemment, la règle venait d'en haut de la CTG, pas des personnes au caïd de Mana.
Il y a eu un rassemblement des parents, on a discuté, on a même été jusqu'à déposer un préavis de grève parce que il n'y a pas eu de négociation possible. Les agents sont descendus de Cayenne pour aller voir sur site l'emplacement. Et bien évidemment, les points qu'on a soulevés, c'est la sécurité des enfants. Les transporteurs disent que ce n'est pas sécure pour les bus parce que c'est vrai qu'il y a des virages. Mais ce qu'on a dit entre parents, c'est que certes, un bus se fait percuter quand il s'arrête pour déposer un enfant. Les dégâts ne sont pas les mêmes que quand la voiture heurte un enfant de 3 ans. Parce qu'il n'y a ni passage piéton, ni le signalétique adéquat, ni abribus pour abriter les parents et les enfants. Et en termes d'assurance, qui est responsable, on ne sait toujours pas. Donc le sujet n'est pas réglé. Ils ont visiter le terrain, il y a eu une réunion, je peux envoyer tous les courriers qui se sont échangés parce que j'ai été au courant de cette affaire. Mais jusqu'à maintenant, on va dire, les choses sont en stand-by mais ne sont pas toujours réglées. Et moi, quand j'ai appris le drame de ce matin, je me suis dit, avec le collectif de parents, on va faire un courrier à la CTG pour dire, voilà ce qu'on ne veut pas pour nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous, on a dit non. Et quand on regarde la zone concernée, ça concerne les personnes du schéma départemental 8, on va dire depuis la croisée de Mana jusqu'à, je ne sais pas si vous voyez où habitait Bernadette Prika. C'est que ces enfants-là concernés et ce ne sont que des Bushinengue. Et il y a une zone où habitent d'autres familles, d'autres origines, avec des virages aussi dangereux. Mais la question de rassembler les enfants pour les récupérer n'a jamais été soulevée. Et du coup, ces parents prennent ça comme une attaque communautaire. Et ce qui peut être légitime dans le sens où on voit que l'aménagement du territoire est pareil dans les deux cas. Mais la question n'a jamais été soulevée. Mais en tout cas, on est conscient que nos enfants sont en danger à ces portions de route. Et il n'y a pas que des collégiens, que des lycéens. Il y a des enfants qui vont à l'école à partir de 2 ans. Donc un enfant de 2 ans qui doit faire des kilomètres, enfin pas des kilomètres non plus, mais suffisamment de distance pour que sa vie soit mise en danger. Donc c'est un sujet qu'on doit soulever. Et les parents doivent être rencontrés pour pouvoir émettre un dialogue pour trouver des solutions. Surtout que la CTG nous écoute parce qu'il y a eu pas mal de mépris lors de cette discussion. Parce que des courriers ont été envoyés, des réponses n'ont pas été faites. C'est quand on a menacé de barrer la route et qu'on a été jusqu'à la préfecture et qu'on a eu un interlocuteur à la préfecture que seulement là qu'ils ont répondu. Voilà. Nous, ce matin, on a envoyé le service de proximité rencontrer la famille donc, sur la route, ça a été fait. Donc après le conseil, j'irai voir la famille. Comme je l'ai fait lorsqu'il y a eu l'accident samedi sur les routes. Moi, quand je suis disponible, il n'y a pas de problème, je me rends disponible pour les urgences. Concernant les arrêts de bus sur les routes départementales, c'est un vieux sujet. Très vieux, je me rappelle depuis le conseil général, et ça persiste, ça continue. Je sais que les parents dont parle Clarisse, c'est le courrier. J'ai réagi, j'ai appelé le président de la CTG, j'ai forcé la main un petit peu. Je sais que les services sont venus sur le terrain, rencontrer notamment les habitants, et j'ai demandé donc au président qu'on ne peut pas pénaliser les enfants sous prétexte qu'il y a un problème, il faudrait apporter des réponses. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les enfants sont récupérés, retournent à l'école, mais les problèmes persistent parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Et il était prévu qu'il y ait des aménagements. On demande aux parents de faire un point de rassemblement, mais toujours en bord de route, sans aménagement, sans espace. Mais en saison des pluies, on est sous la pluie. Quand il y a le soleil, on est sous le soleil. Et c'est pas du tout aménagé. Et là, on va relancer, quand je dis on, la mairie, on va relancer donc les services de la CTG pour vraiment qu'on puisse prendre à bras le corps la problématique des transports de nos
nos enfants. Et rajouter, et là, je le dis, on a déjà interpellé la CDG dessus, mais je souhaite, car le conseil n'est pas encore clos, qu'on prenne une délibération et qu'on demande à la CDG sur la RD10, on aura l'école de Charvin, les enfants iront à l'école à pied, et bien de pouvoir mettre une piste cyclable permettant aux enfants de circuler donc de leur maison à l'école sans pour cela avoir à marcher sur la route départementale. Et peut-être même le faire sur la RD8 aussi et la RD9, là où il est possible de le faire, parce qu'on sait très bien que les bus continueront à circuler, pas forcément avec la même fréquence qu'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, donc permettre que les enfants puissent circuler sur les routes départementales en toute sécurité, car on sait très bien qu'ils vont marcher sur la route et il y aura des accidents. Alors ce matin, la gendarmerie m'a appelé, mais bon, j'étais en conseil, je ne pouvais pas répondre. Je pense que c'était pour me donner l'information sur l'accident, pour avoir réellement la situation. J'avoue que j'ai eu plein d'éléments sur cet accident, mais j'évite d'intervenir quand je n'ai pas réellement le fait réel de ce qui s'est passé. Je sais aussi que il y a des parents qui accompagnent leurs enfants, les laissent en bord de route et repartent. Et on demande toujours aux parents de rester et pas. Si c'est ce qui s'est passé, je dis mais je ne le sais pas. Je rentrerai en contact avec les gendarmes qui vont mener une enquête et qui vont nous dire exactement la situation. Mais c'est vrai que nous devrions aménager le bord des routes départementales. La 8, la 9 et bien sûr la 10. Oui, oui, Valérie, quand tu interpelles la CTG, ils répondent ou ils répondent pas? Ils répondent. Ils disent quoi? Eh bien, ils répondent, ils envoient du monde, mais il n'y a pas de concrétisation. Nous, la concrétisation que nous voulons, c'est d'avoir un espace pour que les enfants puissent être sous abri, par exemple. Donc, il y ait des abribus qui soient mis en œuvre. Il y en a eu quelques-uns qui ont été mis en œuvre, mais pas assez. Donc là, maintenant, on va relancer la CTG pour remettre sur la table l'abribus et bien sûr les pistes cyclables aux piétonnes permettant aux enfants de circuler et d'aller à l'école ou d'attendre le bus. Il faudra aussi demander pour pouvoir mettre aussi, surtout comme il y aura l'école à Charvin, des dodanes si c'est possible. Donc, pour ralentir. Voilà, pour ralentir les voitures, parce que c'est surtout l'accélération de ce matin qui a pu... Parce que c'est une autre voiture qui a heurté l'enfant, hein, c'est pas un bus. Donc, il faudra penser à mettre surtout là où il y a l'école, à Charvin, des dodanes, et aussi pour la piste, ça serait bien pour la sécurité des enfants. Nous, on l'a demandé verbalement, mais là, on va prendre une délibération, si vous en êtes d'accord, pour demander à la CTG de sécuriser les routes départementales, mais surtout de pouvoir aménager la RD 10 et une partie de la RD 9, parce que les enfants sortiront de là pour venir à l'école à pied. Et s'il n'y a pas d'espace approprié, tout le monde marchera sur la route. Et là, il y aura des problèmes. Je suis d'accord. Il y a plus... Tout à fait. Je suis d'accord avec le maire. Et n'oubliez pas aussi le village d'Akaouani, qu'il faut surtout aussi le passage piéton jusqu'au village Aoué. Parce que tous les matins, les enfants viennent à pied, donc là... Donc on va intégrer également l'aménagement de la RD10 également. Car les enfants qui seront à l'Akaouani ne viendront pas par rapport à la carte scolaire à Charvin, ils iront à Javoué. Oui. Non, mais je veux dire qu'avec l'arrivée de l'école, ils n'iront pas dans l'école de Charvin. Donc ils continueront à aller à Javoué et demander qu'il y ait l'aménagement, bien sûr, de cette partie de la voirie. On est d'accord. Si on a le temps, on va faire un réunion avec les populations sur la route. Parce que c'est pas tous les jours, des fois je vois les... Mets le micro.
des fois, je viens de Saint-Laurent, je vois les enfants courir partout sans les parents. Avant le bus qui est arrivé, ça c'est très dangereux. Et si on a le temps, il faut faire une réunion avec les populations sur toutes les routes de Mana pour que faut garder les enfants avant de monter sur le bus. On le fera. On ira sur... D'ailleurs, on a une équipe de proximité. Son rôle, c'est également ça. Donc, on retournera à faire encore de la pédagogie, mais interpeller surtout la CTG qui a cette compétence. Oui, ce sont nos enfants, c'est la sécurité, mais la CTG devra également faire de son côté ce même travail et surtout l'aménagement. Oui, Madame Bakoul. Non, je voudrais juste, Clarisse, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant la CTG, tu disais que tu as remarqué que c'était les enfants Bushinengue. En fait, je voudrais... Ah, d'accord. Donc, il ne faudrait pas qu'ils mettent ça dans un contexte discriminatoire. Je sais que la CTG a fait un travail. Ils sont allés sur le terrain avec les contrôleurs. Et donc voilà, je sais qu'un travail a été fait et c'était pour la sécurité justement des enfants. Maintenant, je ne sais pas d'où vient le souci, mais je sais que c'était dans le cadre de la sécurité des enfants. Voilà. Oui, attends, je réponds juste. En fait, je vous dis le ressenti de la population. Et quand on regarde la portion concernée, c'est légitime qu'ils pensent comme ça. C'est peut-être pas ça. C'est pas ça, mais voilà, c'est ressenti comme ça. Je pense, absolument. Oui, Madame Darly. Moi, l'information que j'ai eue, c'est que tous les transporteurs devaient respecter les points de rassemblement. Et il n'y a que le transporteur Madeleine qui l'a fait sur la RD8. Et les autres continuent de ramasser à chaque maison. Ok. Mais on va rentrer en discussion avec la CTG pour qu'on arrive à sécuriser au maximum les enfants qui vont à l'école et qui iront surtout à l'école de Charvin, parce que c'est une école qui aura une capacité de 400 à 500 places. Tout le monde habite le long des routes, donc il est clair qu'on aura 300-400 gamins avec parents ou peut-être sans parents qui circuleront. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Oui. Oui. Non, merci Monsieur le maire pour les réponses. Effectivement, je pense qu'on ne peut que soutenir la proposition d'une délibération du conseil municipal sur cette situation où il faut tout de suite saisir la CTG. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle où parfois on reproche des personnes situées à 8000 km de prendre des décisions sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, il faudrait que ceux à 300 km prennent des décisions sur la réalité du territoire de Mana qui effectivement dans l'Ouest, dans sa globalité, a des spécificités sur justement les enfants qui vont à l'école et qui ne doivent pas se retrouver en situation de vulnérabilité et de danger. Merci. On est d'accord. C'est bon sur ce point, mais je m'engage à aller voir les parents. Je ne suis pas encore allé voir les parents parce qu'il y avait le conseil, mais mes services sont allés voir les parents. Et j'y retourne tout à l'heure, malgré la pluie. Je n'ai pas de problème là-dessus. Il faudrait que les élus qui ont eu des délégations puissent donner leurs pièces d'identité. Aujourd'hui, si possible. Sinon, vous allez être pénalisé. L'ensemble des pièces, hein. Pas uniquement les pièces d'identité, l'ensemble des pièces demandées. Même les anciens élus, on demande de redonner les pièces, s'il vous plaît. Et Mme Bourguignon rentrera en contact avec vous. Suite aux commissions qu'on a mis en place, on va travailler urgemment sur les dossiers des associations. Parce que j'aimerais que lors du prochain conseil, alors je rappelle un conseil le 15 mai, et lors de ce conseil, je souhaite vraiment qu'on puisse travailler, valider les subventions aux associations sportives, culturelles et autres qui ont déjà déposé les demandes. Et la commission, dès la semaine prochaine, vous aurez les dates de réunion pour que vous puissiez venir travailler sur les dossiers, pour que les pièces partent en temps et en heure, pour qu'il y ait une validation le 15 mai, pour qu'en juin, au
plus tard juillet, que les associations perçoivent leurs subventions. Donc attendez-vous dès cette semaine-là. Je délègue Mme Bourguignon qui gère les différentes commissions et qu'elle vous donnera la date proposée pour travailler sur les dossiers. Voilà. Y a-t-il d'autres... Oui, Monsieur Pavant. Bonjour collègues. Est-ce que le cas échéant on pourrait avoir le nom des associations et les montants qu'elles perçoivent? Vous aurez le dossier complet. C'est pour ça que nos associations ont fait aux commissions de travailler pour que quand vous recevriez vos dossiers de conseil, vous aurez tous les éléments dedans. Mais tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on ne peut pas envoyer les documents. Ce sont les associations qui ont fait la demande, qui seront travaillées en commission et vous aurez les dossiers complets dans le conseil du 15. Et un autre point que je voudrais soulever, c'est est-ce qu'il serait possible soit de travailler ou de proposer un règlement intérieur du conseil municipal? J'entends par là surtout préciser les délais de livraison des documents et aussi les délais de réception du procès-verbal après chaque conseil municipal. Merci. On a déjà ce document, hein, ça existe là. Madame, on a bien, on l'avait validé. Maintenant, il faudrait, est-ce qu'il faut à chaque mandature le valider? On est obligé. Ben alors, on va devoir le proposer pour le prochain conseil. D'autres questions? Pas de questions? Oui. Bon, c'est juste qu'on est en période de pluie et qu'il faudrait penser à curer les canaux, hein, parce qu'il risque d'y avoir des inondations un peu partout. Hein. Merci. Alors, en termes d'information générale, hein, il faut savoir que nous avons fait une grosse demande de subvention pour nous équiper en matériel, notamment services techniques, des mini-pelles, des tracteurs, pour diminuer, je dirais, le coût des prestations que nous faisons à l'extérieur. Mais oui, on y pense. Chaque année, on cure les canaux. Oui, madame. Alors, lorsque vous allez rentrer en négociation avec la CTG, serait-il possible de penser à l'école Mantina, puisque en période de pluie, les élèves marchent sur la route, ainsi que les parents, puisque l'année dernière, il y a eu un accident devant l'école Mantina. C'est dû à l'inondation régulière de cette partie de route et également ce quartier-là est régulièrement inondé. Donc les parents, à la sortie des classes, marchent sur la route. Donc pensez également à cette école. Le président de la CTG, lors d'une rencontre avec les maires, nous a proposé de venir rencontrer chaque maire. Et logiquement, je suis sur la liste de mai, pour le mois de mai. Je n'ai pas encore arrêté la date définitive, mais logiquement, au mois de mai, le président de la CTG viendra et c'est lors de sa visite qu'on va relancer la demande, car je rappelle, hein, cela fait environ 7-8 ans que l'ancienne majorité de la CTG avait programmé l'entrée du bourg, en point de Mana, donc Pont-Bagou. Cela fait environ des années, il n'y a que des études qu'on me propose. Dernièrement, j'ai interpellé le président de la CTG où un courrier m'a été adressé en disant que enfin les études sont terminées et ils sont en train de travailler sur un appel d'offres pour retenir une entreprise
pour le passage d'eau de Démangeau, là où avant le pont Bagou, Démangeau. Et logiquement, il y aura un naufrage qui sera mis là, un pont. Ça fait des années qu'on demande un pont, on aura enfin un pont pour ensuite faire la route. Et lors donc, de la visite du président, eh bien, je vais évoquer l'état des routes départementales, notamment ce dont on vient de parler, sur l'aménagement des routes pour que nos enfants qui sont sur les routes puissent circuler. Des points également seront évoqués sur les différents projets que nous avons et que nous souhaitons avoir un accompagnement financier de la CTG, où nous avons déjà des accompagnements financiers, où il y en aura également d'autres. Mettre en place, adapter notre PPI avec la CTG et voir comment on pourra avoir un accompagnement là-dessus. Donc oui, il est prévu qu'on parle également de l'entrée de ville et bien sûr de l'école Montina où il y a un passage piéton, mais quand il pleut, il y a de l'eau, les gens ne vont pas dans l'eau et roulent et marchent bien sûr sur la chaussée. On va encore évoquer cela avec le président de la CTG. Bien sûr. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, bien écoutez, je vous remercie de votre participation et restez vigilants pour le rendez-vous qui vous sera donné pour la commission. Et bien sûr, rendez-vous le 15 mai à 15h, c'est un vendredi, pour le prochain conseil municipal. Merci. C'est le vendredi qu'on le fait.